c'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prud'homont et cette semaine je rencontre Patrick Béard-Courtois qui a commencé sa carrière d'abord de coach et de consultant surtout dans les problématiques RH et les problématiques de changement et est aujourd'hui entre autres professeur dans une université à Zhuhai dans le sud de la Chine à côté de Macao. Avec Patrick on parle des problématiques bien spécifiques à la Chine, mais finalement on se rend compte aussi via son parcours qu'il a un vrai savoir-faire dans plusieurs pays. On rencontre également d'un parcours assez international. Il a également passé une partie de son enfance à grandir au Myanmar, en Birmanie. Et donc ça aussi, ça a changé beaucoup de choses dans son développement personnel et ce qu'il essaye de faire aujourd'hui. On voit aussi on va voir via son parcours, en fait, il s'est vraiment refocalisé sur l'humain et l'accompagnement en fait du professionnel. Et on passe un bon moment à discuter de toutes ces problématiques RH et de management et d'optimisation des talents qui sont finalement un gros problème encore aujourd'hui en Chine. On passe un bon moment, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Si vous aimez cet entretien, dites-le moi comme d'habitude et partagez surtout ça avec vos amis, votre entourage, vos collègues et vos clients. Partagez ça sur LinkedIn et sur Facebook et n'hésitez pas à le dire sur iTunes, SoundCloud ou toutes les autres plateformes de podcast. On se retrouve à la fin pour un petit mot. Bonjour Patrick, bienvenue sur ce nouvel épisode de Backstage. Bonjour Grégory. Alors on est très content de te recevoir aujourd'hui, on va pouvoir parler de plein de choses. Nous on s'est rencontrés il y a peut-être bien au moins peut-être 10 ans, non je pense que c'était à l'époque de la Jeune Chambre Économie. Tout à fait, 10-11 ans, ouais. Ouais, ça va faire ça, 10-11 ans. Ouais. Et moi je me rappellerai toujours de cette conversation où tu me racontais d'où tu venais, et c'est un peu ce qu'on disait en préparation de cette interview, où je me disais mais bon sang, t'en as déjà fait un paquet de choses dans ta vie. Et on va parler un peu de ça. Il y a un parcours qui est intéressant. Avant que tu arrives en Chine, tu as quand même passé une partie de ta vie en Birmanie, au Myanmar. Et on va peut-être pouvoir un peu raconter aussi cette partie-là. Comment tu arrives en Chine alors? Tu arrives en quelle année et comment tu es arrivé là? Je suis arrivé début 2007. Ouais. Initialement pour un projet court terme, pour un remplacement. Ok. J'étais là pour remplacer un formateur qui est tombé malade, donc pour 4 jours. D'accord. Pour un gros client. Et le projet s'est plutôt bien passé. Ces 4 jours sont transformés en 4 semaines. Et puis voyant moi en l'espace de ces 4 semaines une opportunité de m'installer éventuellement sur une ville comme Shanghai, confortable, moderne, active, dynamique, j'ai effectivement tout mis en place pour essayer de réaliser ce projet. Donc je suis revenu 3 mois plus tard. D'accord. Voilà, donc j'y ai posé mes valises. Comment t'es devenu formateur? Alors, à la base, je suis pas formateur. Moi, je suis consultant spécialisé en accompagnement et mise en place du changement pour les entreprises. La formation est pour moi un outil, donc qui fait partie d'une panoplie d'outils que j'utilise avec mes clients. Il est évident que la formation est un ticket d'entrée facile sur des marchés comme l'Asie. Ça permet de se faire connaître très vite, et une fois qu'on a fait 1, 2, 3 formations, de pouvoir rebondir sur des projets plus importants. Mais encore une fois, je suis pas forcément formateur. Mon domaine de spécialité, c'est plus effectivement l'accompagnement du changement, donc le métier de conseil en général. Et alors comment t'es rentré là-dedans? Alors comment t'es retrouvé dans ces opportunités? J'ai toujours fait ça. Grosso modo, j'ai toujours été amené à réorganiser des sociétés depuis mon tout premier job aux États-Unis. Quand j'ai commencé ma carrière dans les télécoms, où effectivement j'ai commencé avec une orientation plus commerciale. J'ai été embauché comme vendeur dans une boutique télécom au tout début des gros changements de télécommunications. Voilà, des téléphones portables, des pagers, ce qu'on appelait les tatous en France, ce genre de choses. Donc fin des années 90. Fin des années 90, 80. 94. Ah d'accord. Ah oui. 94, 95. Plutôt début alors. Oui, plutôt début. 94, 95. Et effectivement, très vite, on m'a demandé de regarder pourquoi les ventes ne fonctionnaient pas. Donc j'ai commencé à creuser là-dedans et essayer de trouver des solutions. Et de cette opportunité, j'ai continué ma carrière en passant d'une industrie à une autre. J'ai commencé dans les télécoms.
J'ai rebondi sur le retail. D'accord. J'ai travaillé pour des organisations internationales et ainsi de suite. Et si tu veux, à chaque fois, mes missions avaient pour but de réorganiser un petit peu les opérations auxquelles j'étais responsable. Et toi, tu t'es formé à ça ou finalement tu as été sur le tas en permanence? Je me suis formé sur le tas, ouais. Ah d'accord. C'était vraiment apprendre par l'expérience et c'est aussi l'approche que j'ai maintenant, par exemple en tant que formateur, que coach, c'est d'essayer d'enseigner un changement ou d'impliquer un changement de comportement pour un individu par rapport à l'apprentissage, par l'action. D'accord. Donc tu as commencé aux États-Unis, tu as fait quelques années. Et après les États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé alors? Après les États-Unis, il y a l'armée. Étant français, j'ai fait partie encore de ces années où il fallait faire le service militaire. Donc, si tu veux, le consulat local, le consulat de Miami, continue à m'envoyer des messages me disant il va falloir rentrer, sinon on va venir vous chercher. Donc, si tu veux, mon parcours américain qui était bien parti et qui je pense, aurait pu amener à des choses beaucoup plus intéressantes très vite, a dû s'arrêter de façon assez abrupte. Et en fait, je suis reparti en France, j'ai fait mon service militaire et là, je me suis retrouvé coincé. Je me suis retrouvé coincé parce que, j'avais pas de formation à l'époque, j'avais arrêté les études, j'avais fait mon bac et j'avais pas décidé de continuer à la fac. Et tout le reste, c'était sur l'expérience et le réseau que tu avais dû développer aux US. Tout à fait. Donc j'ai appris mon métier sur le tas. Et surtout, je suis arrivé en France jeune, d'accord. Donc après mon service militaire, quand il a fallu chercher du travail, je me suis fait mon CV avec mon expérience américaine, de responsables de région et ainsi de suite, que j'ai essayé de vendre aux différentes sociétés, aux opérateurs télécoms en France. Forcément, vu mon âge, c'est pas le genre de poste qu'on me proposait. Voilà. Donc, écoute, suite à ça, j'ai compris qu'il fallait me remettre en question. Et donc, je suis reparti à l'école. J'ai fait une école à Paris qui s'appelle l'IFAM, l'Institut franco-américain de management. D'accord. Qui offre des formations en anglais de type bachelor degree ou MBA. Donc j'ai fait mon bachelor avec l'IFAM. Et pendant l'IFAM, j'ai dû effectuer un stage en entreprise que j'ai effectué chez Otis. À Otis Ascenseur, à la Défense. Et ça s'est super bien passé. Jusqu'au point où quand j'ai fini mon stage, en fait, on m'a gardé une place. Génial. Voilà, on m'a gardé une place pendant un an, l'année qui me restait pour finir mes études. Et on m'a dit, voilà, quand tu as fini, tu reviens. Et effectivement, quand j'ai eu mon diplôme, je suis reparti avec Otis pendant un an, la direction commerciale Europe, où je m'occupais en fait de l'incentive pour toute la force commerciale européenne. Et encore une fois, dans ce contexte-là, j'étais en poste pour refondre un petit peu le système d'incentive, s'assurer qu'on ait un process un petit peu plus efficace. D'accord. Voilà. Et alors justement, dans les process que tu as à mettre en place, c'est quoi? C'est vraiment c'est lié à du management et à de l'humain en permanence, ou c'est vraiment des process techniques? Au départ de ma carrière, on va dire les 8-9 premières années, c'était surtout des process techniques. D'accord. Et effectivement, après 8-9 ans, j'ai basculé volontairement moi sur les process humains, ce qui m'intéressait beaucoup plus, et ce qui m'a permis surtout de me spécialiser. D'accord. Alors justement, on voit, et ça revient un peu à ce que je disais en intro, c'est qu'on voit que tu as déjà fait plein de choses et que tu n'es pas encore en Chine dans ton discours. Après Otis, qu'est-ce qui s'est passé alors? Otis, ça s'est mal passé. Sur le plan de la mission, ça s'est bien passé en termes de résultats. Les résultats prévus sont arrivés, on les a obtenus. Par contre, moi, en termes de relations personnelles que j'ai pu avoir avec mes collaborateurs, qui étaient forcément beaucoup plus âgés que moi, ça s'est mal passé. J'ai pas forcément un tempérament très accommodant par rapport à des personnalités dominantes, par rapport à des jeux de politique. Et puis là, tu étais à la défense. J'étais dans une grosse structure, j'étais sur un poste à responsabilité, très jeune. Forcément, j'étais la cible de personnes qui essayaient de me faire passer sous les roues de la voiture en permanence, et ça m'a gonflé. Voilà, je pense que c'est le terme. Il n'y a pas d'autre terme.
Donc ta mission s'est terminée. Donc ma mission s'est terminée. On m'a proposé un poste permanent que j'ai refusé. Donc j'ai démissionné de chez Otis et j'ai accepté un poste avec Café Coton. Oui. Café Coton qui fait des chemises hommes, femmes, enfants, voilà. Et en fait qui cherchait un responsable pour l'Angleterre. Donc je suis passé je suis parti avec Café Coton sur l'Angleterre, initialement sur Londres pour diriger leurs opérations là-bas, donc avec le support du licencié local. Donc toujours avec une dimension plutôt commerciale encore là. Alors toujours avec une dimension plutôt commerciale, mais une orientation qui se tournait de plus en plus vers l'opérationnel. Ok. D'accord, l'opérationnel aussi. Donc ça a été pendant 3 ans et demi, 4 ans, une refonte complète de leurs opérations, de leur système, une renégociation des marges avec le siège social en France. Pour en faire un marché qui tournait bien, parce que c'était un marché qui était au bord de la faillite à l'époque. Mais effectivement, bon, voilà, Après, je crois que tu as eu une petite aventure entrepreneuriale, si je me trompe pas. J'en ai eu quelques-unes, des aventures entrepreneuriales, même avant. ma première aventure entrepreneuriale, j'avais 19 ans aux États-Unis. Ouais. Voilà, j'ai lancé ma première société quand j'étais effectivement dans les télécoms, mais j'ai lancé un projet parallèle qui est un projet visant à faire venir des étudiants étrangers, donc des étudiants français, aux États-Unis pour des semestres d'échange. Ok. Voilà, donc ça a été ma première aventure. Ma première expérience. On a fait un semestre, on n'a pas réussi à reproduire le succès du premier semestre, donc ça a été une bonne expérience d'apprentissage en tout cas. J'ai monté dans la foulée, je crois 1 an ou 2 ans après, toujours aux États-Unis, une société spécialisée dans les systèmes d'alarme pour les maisons. Voilà, donc c'était une technologie qui devait être révolutionnaire. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais pourquoi alors? Parce que tu avais une opportunité, parce que tu croyais vraiment dans le truc? Parce que j'ai eu une opportunité, parce que j'ai cru naïvement dans le produit. J'ai cru à ce que me racontait mon partenaire, et ça a été ma faute. J'ai appris qu'il fallait vérifier un petit peu avec qui on faisait des affaires. Mais j'ai cru au produit, j'ai cru que c'était effectivement un produit innovant, ultra performant. Ouais. Et puis, bon, on a vendu quelques unités, mais on n'a même pas couvert nos coûts. Donc ça a duré 9 mois, et on a mis la clé sous la porte. Mais ça fait partie encore une fois de l'apprentissage. On apprend aussi des rapports avec ses associés, des rapports humains. Ça permet à ce jeune âge, j'avais 20 ans à l'époque, de commencer à faire ses premières armes quelque part, forger sa carapace. Mais non, c'était intéressant. Et du coup, alors si on reprend le cours de l'histoire, tu as fait donc Café Coton. Au bout de 3-4 ans, qu'est-ce qui s'est passé alors? Au bout de 3-4 ans, écoute, ma mission se passait bien, mais au bout de 3-4 ans, je commençais à tourner un petit peu en rond. J'avais fait le tour de mon poste. On avait lancé en parallèle de l'Angleterre maintenant, qui tournait correctement. On avait commencé aussi, on avait pris la responsabilité de lancer l'Espagne. Ok, d'accord. Donc l'Espagne avait à l'époque, si je me trompe pas, on avait monté 2-3 magasins. Madrid, Barcelone et je crois un autre endroit, je m'en souviens plus. Donc si tu veux, j'avais fait un peu le tour de ma mission. J'avais commencé à faire des allers-retours avec Café Coton Paris pour discuter de la next step, la suite. Et effectivement, les options disponibles m'intéressaient pas trop. Repartir en France. Me retrouver peut-être dans un contexte similaire à celui d'Otis où je n'étais pas peut-être culturellement à l'aise à travailler sur le sol français, en tout cas à cet âge-là. Donc j'ai commencé à me poser quelques questions. Est arrivé aussi à la même période un divorce. Voilà, pour moi, qui m'a fait me remettre sérieusement en question et me dire qu'il fallait peut-être que je fasse un pas en arrière, je prenne un peu de recul par rapport à mes ambitions, par rapport à ma carrière, par rapport à ma vie d'homme aussi. Et puis, en fait, j'ai décidé de faire un MBA. Voilà, donc je me suis posé initialement sur un programme full-time. Donc j'ai fait un MBA à plein temps à Newcastle, en Angleterre. Pensant que j'allais effectivement me concentrer sur ce programme à plein temps, mais forcément, mon hyperactivité étant ressortie, je me suis très vite remis à faire du conseil.
Initialement pour Café Coton, qui m'a dit écoute, maintenant que tu es parti, nous on aimerait bien que tu reviennes nous donner un coup de main de temps en temps, donc sur une base de projet. Voilà, donc ça a été mon premier client. Et puis au cours de mon MBA, j'ai pu démarcher d'autres clients et j'ai commencé donc des projets de transformation, d'accompagnement du changement. Et plutôt en Angleterre du coup à ce moment-là. Alors plutôt en Angleterre à ce moment-là. Ouais. Et t'as fini ton MBA? J'ai fini mon MBA, bien sûr. Ah oui, non, je l'ai fini. C'est marrant, c'est récurrent parce que regarde, tu t'es retrouvé après l'armée, tu t'es retrouvé dans un moment de doute, tu savais pas trop quoi faire, t'as repris tes études. Après l'Angleterre, moment de doute, tu savais pas trop quoi faire, t'as repris tes études. Toujours. C'est une forme de... C'est pour ça que t'as plein de diplômes en fait. C'est une forme de sortie, oui, effectivement. C'est peut-être une raison pour laquelle je suis encore en train de faire un doctorat. Ah oui, ça je voilà, ça tu le savais pas, mais effectivement, je suis en 3e année maintenant du doctorat à l'ICN Business School en France. C'est important pour toi de continuer à te former justement, à apprendre, ou est-ce que c'est parce que tu avais arrêté les études très tôt et du coup ça t'a manqué pour la suite? Je pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a une réalisation de ma part que j'ai fait de mauvais choix très jeune. J'ai fait des choix, effectivement, le choix d'arrêter mes études très tôt, trop tôt, et ça aurait pu beaucoup plus mal se passer que ça ce que c'est passé. Ouais. Donc, si tu veux, ça m'a servi quand même de warning quelque part. Donc ça, c'est un aspect des choses. Mais je suis aussi, moi, dans une discipline où, pour chacun des nouveaux projets sur lesquels je travaille avec mes clients, je suis obligé de me remettre professionnellement en question. Je suis obligé, je vends du sur-mesure. Je vends pas de solution standard. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'aborde une nouvelle problématique, il faut que j'apprenne tu es obligé d'étudier. Il faut que je comprenne cette problématique. Ouais, bien sûr. D'accord. Il faut que je comprenne l'industrie de l'entreprise. Il faut que je comprenne comment cette industrie spécifique fonctionne dans son industrie, ses codes, ses rôles, et ensuite que je commence à analyser les problématiques. Donc si tu veux, je suis de toute façon dans une démarche d'amélioration continue, personnelle, si on peut appeler ça, ou d'apprentissage permanent. Et c'est vrai que dans mon travail, dans mon cas, j'ai un besoin de me sentir professionnellement au top de ma discipline. Voilà. Tu as besoin de savoir, tu as besoin de savoir peut-être plus, aussi de bien comprendre, pour pouvoir aider en fait c'est pas simplement de poser des questions pour essayer de guider tes clients, mais c'est d'être aussi de leur apporter des solutions par rapport à ce que tu as appris, par rapport à toute ton expérience, tu vas pouvoir relier les points les uns avec les autres. Tout à fait. Tu as fait un commentaire quand je suis arrivé tout à l'heure, me disant effectivement, tu as quel âge? Tu parais très jeune. Et tu as beaucoup d'expérience pour quelqu'un aussi jeune. Effectivement, comme je te l'ai dit, j'ai 42 ans. Mais je suis né avec la malédiction d'avoir une tête d'enfant quelque part, une tête de bébé, baby face. mais effectivement, si tu veux, j'ai dû me battre en tant que consultant constamment contre ce délit de sale gueule quelque part. Et en fait, ma façon de me battre, ça a été de mettre en avant mon expertise. D'accord. Et ça implique forcément de se maintenir au top de la connaissance par rapport à un domaine spécifique tout le temps. Et alors, est-ce que la validation, ça c'est une question qui revient assez régulièrement, mais est-ce que la validation de ces connaissances passe par un diplôme? La validation de ces connaissances ne passe pas forcément par un diplôme pour moi, mais pour des clients. Pour le marché dans lequel j'opère, le type de client avec lequel je travaille, sur le type de projet sur lesquels je travaille, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Enfin, en tout cas, eux ont besoin de ça pour savoir où te mettre et t'évaluer. D'accord. Ça sert quand même énormément à définir une certaine crédibilité, encore une fois, avec le type de client sur lesquels je travaille. Après ton MBA, donc tu as commencé à avoir plein de clients en consulting apparemment. Quelle est l'étape d'après? Tu es resté encore en Angleterre pour les accompagner? On m'a fait une offre. J'ai essayé de rabibocher mon couple. Pas très bien, mais j'ai essayé et on m'a fait une offre en fait de retour sur l'Asie. Voilà. Donc on m'a fait une offre sur la Birmanie, une société française qui était implantée là-bas. Donc il m'a proposé un poste opérationnel sur place.
Pour retourner en Birmanie. Pour retourner en Birmanie. Alors ça, c'est un point qu'on n'a pas abordé. Comme tu dis, c'est retourner. C'est que tu as grandi en Birmanie. J'y ai passé quelques temps, effectivement. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont tombés amoureux de la Birmanie il y a une trentaine d'années. Voilà, donc qui ont passé, et mon papa y est toujours, à mi-temps en tout cas, donc depuis 30 ou 35 ans maintenant. Mais effectivement, donc j'y suis retourné parce que j'avais une connaissance du pays, j'avais un intérêt, j'avais aussi une base peut-être émotionnelle qui m'était nécessaire à ce moment-là de ma vie, où ça allait pas très bien dans ma vie de couple. Je venais d'avoir un enfant, mon premier fils aussi. D'accord. Donc effectivement, j'ai accepté ce poste. Ça s'est pas très bien passé pour des raisons politiques. Oui, parce que en termes de timing, c'est un peu le moment où ça a commencé à... En termes de timing, je suis arrivé 6 mois avant le coup d'État de 2004. D'accord. Où effectivement, le gouvernement a changé, les investisseurs étrangers ont commencé à prendre peur, qu'ils soient français, américains ou autres. Et effectivement, cet investisseur a fait pareil. Donc il s'est retiré il s'est retiré du pays, donc il n'a pas retiré ses opérations, mais il a retiré son investissement. Il a retiré son intérêt pour le marché. Ouais. Et effectivement, je me suis retrouvé dans une situation où il a fallu pour moi trouver des solutions pour porter les différents projets qui étaient sous ma responsabilité. Donc j'ai remonté une activité conseil sur la Birmanie. Parce que toi, du coup, malgré le coup d'État, malgré tout ça, en fait, finalement, t'es resté, quoi. T'étais là-bas. Oui, je veux dire, c'est un problème politique. Il y avait dans les rues de Rangoon, il y avait absolument aucun souci. Oui, il y avait des militaires, mais il y en a toujours eu. Ouais. Mais il y avait absolument aucun danger aucun danger immédiat pour la population expatriée en place. Et alors, toi, tes clients, quand tu as remonté ton activité, c'était aussi toujours des clients des sociétés étrangères qui étaient basées en Birmanie? Alors, étonnamment, non. Justement, mes plus gros clients en Birmanie sont des clients locaux, des sociétés locales, des groupes locaux, des conglomérats locaux dans différents domaines. Qu'est-ce qu'ils venaient chercher chez toi? Alors, un savoir-faire occidental, justement? Tout à fait, tout à fait. Tu parlais je parle correctement le birman, oui. D'accord. Ouais. Ça doit aider aussi. Oui, tout à fait. C'est pas courant, tu me diras. Des consultants sur place qui sont capables. Il n'y en avait pas. J'étais le premier consultant en management. C'est comme ça qu'on définit la discipline. Donc consultant en management, implanté sur la Birmanie, en tout cas consultant étranger. Donc effectivement, je suis arrivé à une époque où il n'y avait plus grand monde sur place, plus une très grosse communauté d'expatriés. Et la communauté birmane était demandeuse d'expertise étrangère. Donc j'ai aidé certains groupes locaux à améliorer leur process interne, à améliorer leur gestion des RH. Et après toute ton expérience entre les US, la France, l'Angleterre, qu'est-ce qui pour toi a été le plus dur justement dans l'exécution ou dans l'accompagnement de ces clients birmans? Qu'est-ce qui pour toi a été le plus difficile ou le plus gros changement par rapport à ce que tu as pu faire avant? C'est la dimension culturelle. D'accord. Forcément, c'est-à-dire on peut pas... je pense que l'idée qu'on soit tous capables de répliquer ou de copier-coller des modèles occidentaux de management ou opérationnels partout dans le monde, c'est fini. C'est fini parce que cette dimension culturelle est de plus en plus importante. Il y a une notion de fierté culturelle aussi qui existe dans la plupart des pays, même ces pays sont définis comme étant sous-développés. Et effectivement, il faut être capable d'arriver sur des missions avec un certain degré d'humilité. Ça veut dire prendre ce qu'on a appris, prendre les outils qui ont fonctionné, qui ont fait leur preuve à l'étranger, et les adapter au contexte culturel local. T'accompagnais quel type de problématiques alors à ce moment-là? Des problématiques principalement de stratégie, définition de stratégie, problématiques aussi de définition RH. Donc tout ce qui a trait à l'amélioration des performances humaines. C'est là que j'ai vraiment commencé à m'orienter effectivement sur la partie humaine pure et dure. J'ai travaillé avec les Nations Unies aussi sur place, donc le WHO, le UNDP. J'ai travaillé avec les gouvernements locaux, donc j'ai travaillé avec une multitude de clients privés et publics qui m'ont permis quelque part d'adapter mon portfolio d'outils ou d'instruments de travail, de les adapter à une culture différente. D'accord. Voilà. Tu as été plutôt content de ce que tu as réussi à réaliser? Est-ce que tu as vraiment pu tacler les problèmes qu'ils pouvaient avoir? Sur la Birmanie, oui. Ouais. T'es resté combien de temps du coup en Birmanie à ce moment-là?
Je suis resté jusqu'à 2007. À peu près à l'époque où tu es arrivé en Chine, du coup. Ça fait 3 ans. Ça faisait 3 ans. Ça faisait 3 ans, d'accord. Tout à fait. Donc à partir de là, tu es arrivé en Chine. Alors à partir de là, effectivement, je suis arrivé en Chine. Et tu as gardé ton activité quand même en Birmanie en même temps. Société en Birmanie. Ouais. Tout à fait. Voilà. Pourquoi tu es venu en Chine? Alors je suis venu en Chine, comme je te l'ai dit, initialement pour remplacer quelqu'un sur un projet. Voilà, ouais. Voilà. Et donc on est venu te trouver, alors que tu étais basé en Birmanie à ce moment-là, on est venu te chercher. Tout à fait. Mais je faisais déjà des projets dans la région. Je faisais des projets aux Philippines, en Thaïlande. Je tournais déjà pas mal dans l'Asie du Sud-Est. Voilà, donc je montais jusqu'à Hong Kong à peu près. D'accord. Comment tu t'es fait connaître sur cette zone-là? Parce qu'il y a 10 ans, il y avait pas Facebook, il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de formateurs, beaucoup moins de coachs, beaucoup moins de consultants qui travaillaient. C'est un réseau beaucoup plus petit, quelque part aussi beaucoup plus qualitatif, sans arrogance, sans prétention. Donc si tu veux, les clients se référaient, les consultants, en fonction de la discipline, sur quelque part un carnet d'adresses beaucoup plus restreint. Et avec des relations beaucoup plus long terme. À l'heure actuelle, les relations clients, c'est vraiment du transactionnel. Ouais, c'est une mission. C'est une mission, c'est un projet, et puis on passe à un autre consultant qui pourrait être moins cher sur le même type de problématique. D'accord. Il y a 15 ans, c'était vraiment différent à ce niveau-là, surtout sur l'Asie du Sud-Est. On était peu de consultants étrangers à parler des langues locales, à avoir une compétence culturelle locale. Donc effectivement, il y avait une demande pour nous. Et par rapport à ton business, justement, c'était beaucoup basé autour de toi. Donc, est-ce que tu fonctionnais avec un réseau d'autres consultants ou coachs qui pouvaient aider? Tout à fait. Et tu avais une équipe, toi, administrative pour supporter tes opérations. Ouais. D'accord. Ouais. Et du coup, c'est ce que tu as laissé quand tu as commencé à prendre cette mission en Chine. C'est ce que tu as laissé en Birmanie pour gérer la société. Tout à fait. Quand tu es arrivé en Chine, ça a été difficile. Tu connaissais la Chine un petit peu. Tu étais allé à Hong Kong, tu disais. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé en Chine par rapport à ce que tu connaissais? Tu es arrivé à Shanghai d'abord ou Je suis arrivé à Shanghai. Okay. Je suis arrivé directement à Shanghai. Donc, si tu veux, j'ai vu le contraste entre la ville de Shanghai et la ville de Rangoon. Oui, Rangoon est une ville agréable. C'était une très belle époque pour moi. Mais je suis arrivé à Shanghai, dans une ville moderne, confortable, avec accès à des plaisirs simples, comme le carrefour localement qui te permet d'avoir accès à ton camembert. C'est peut-être bête, mais c'est important, arriver à un moment donné. Voilà, c'est des choses auxquelles on avait beaucoup de mal, à accéder en Birmanie à l'époque, même si maintenant ça a énormément changé. Et effectivement, j'ai vu ce confort de vie, j'ai vu cette ville avec des gratte-ciels partout, avec les sièges de multinationales partout. J'ai très vite fait le calcul et en fait j'ai voulu tenter ma chance, aussi simple. Je pense que j'en avais un peu ras-le-bol de la Birmanie. Pas du pays en lui-même qui est vraiment agréable. Le boulot, j'étais bien occupé, ça tournait bien. Mais si tu veux, la qualité de vie était pénible. On était encore dans un contexte où tu avais des coupures d'électricité 2 fois par semaine, de jour comme de nuit. Quand tu avais les saisons des pluies, tu avais un mètre d'eau partout. Donc voilà, c'était quand même une vie un peu route, très sympa mais un peu route. Mais c'est bien pour une période et tu as fait le tour pareil et venir à Shanghai, c'était une bonne étape supérieure. Tout à fait. D'accord. Et du coup là tu t'es installé en Chine, tu savais que tu allais rester longtemps, tu étais venu pour une mission? Absolument pas. Tu savais pas ce que tu allais faire? Absolument pas. Écoute, ma première mission, comme je te l'ai dit, a duré 4 semaines. C'est terminé, je suis reparti 3 mois me passer l'été, les fêtes en France, et effectivement, je suis revenu un peu les mains dans les poches. Par chance, ce même client, qui est allemande, m'a demandé de remonter sur un projet ici, de reprendre un projet ici. Donc je me suis remis le pied à l'étrier comme ça. Après, tu as travaillé beaucoup dans le consulting, tu as passé pas mal de temps à travailler dans un cabinet de conseil justement avec beaucoup les problématiques de formation et de changement aussi, alors du coup? Tout à fait, principalement de changement. D'accord. Je me suis effectivement associé ici avec un cabinet qui était déjà implanté depuis une trentaine d'années.
Et on a eu une relation donc qui a duré 7 à 8 ans, donc un beau mariage, c'est clair. quelque part. Mais effectivement, donc le cabinet en lui-même était spécialisé dans tout ce qui a trait à la mise en place et la formulation du changement pour les entreprises. Voilà, donc tout ce qui a trait au modèle de compétences, au développement de modèle de compétences, à l'évaluation de la compétence. Qu'est-ce qu'il y avait quand tu as commencé là-dedans que tu ne vois plus aujourd'hui? Les erreurs qui pouvaient être faites par ces sociétés et que tu ne vois plus aujourd'hui, que la Chine ou les sociétés en Chine ne font plus. Parce qu'on parle toujours en fait des erreurs que les gens font, mais finalement il y a peut-être des choses qui sont aussi améliorées, ou finalement c'est désespérant et tu dis finalement ils font toujours les mêmes. Non, je pense qu'il y a eu une évolution par rapport notamment à la pratique de faire venir des consultants. Ok, ça oui, je suis d'accord. Voilà. Jusqu'à il y a quelques années, je voyais encore des sociétés qui préféraient payer des sommes d'argent très importantes pour faire venir des consultants de gros cabinets étrangers, donc qui venaient d'Amsterdam, de Londres, de New York et compagnie, pour délivrer sur des problématiques humaines ici en Chine. Donc, avec une dimension culturelle, avec une dimension culturelle manquante. On peut pas apprendre comment fonctionne la Chine, les Chinois, l'Asie en général, sans y avoir mis le pied, sans y avoir travaillé. Je veux dire, c'est pas en venant passer une semaine tous les 2 ans qu'on va apprendre la Chine. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Comment vous avez réussi à prendre ce créneau-là, du coup? Le cabinet avec lequel j'étais associé était là depuis 30 ans, donc il y avait quand même une forte expertise culturelle et une longue présence très sur la scène shanghaïenne. Voilà, c'est un cabinet qui est excessivement connu. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse se démarquer par rapport aux autres? La qualité du travail. D'accord. On est toujours, même si on n'est plus ensemble dans cette association, on est toujours des experts dans nos domaines respectifs. Et les solutions que l'on a mis en avant pour les clients étaient des solutions complètes. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas offrir une journée ou 2 de formation ou une session ou 2 de coaching. On offrait des projets complets, des projets long terme, des projets qui vont de 6 mois à 2 ans, de refonte complète d'une société ou d'accompagnement complet d'une société. D'accord. Donc effectivement, qui vont inclure de la formation, qui vont inclure du coaching, un vrai programme, un vrai programme de changement. Et quels étaient les problèmes récurrents en fait des clients que tu pouvais avoir? Tu as un peu le client idéal, si tu veux, il vient te voir, voilà la problématique, ça tu dis ça c'est exactement le genre de choses qu'on sait faire, pour qu'on arrive à bien comprendre en fait ce que vous pouviez faire. Principalement tout ce qui a trait à l'évaluation de la compétence. Ok. D'accord. Gros problème des sociétés ici, bien évidemment, des grosses sociétés ici, c'est pouvoir recruter les bonnes personnes et pouvoir garder ces employés qui payent très cher et pouvoir les garder dans l'entreprise et s'assurer qu'ils ne sautent pas d'une entreprise à l'autre tous les ans. Donc il y a un vrai travail en amont qui est de dire déjà de savoir au niveau de la société de quel talent on a besoin, tout à fait, quel type de compétences, et de s'assurer que ces gens-là qui disent avoir telle ou telle compétence déjà d'une, qu'ils soient au niveau de ce qu'ils disent. Ce qui est aussi un vrai problème en Chine, même si je pense, et je suis pas du métier, mais même si je pense que ça s'est amélioré. Avant, il devait y avoir des CV où il y avait, c'était de la littérature, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose derrière. Bien sûr. Et ensuite, c'est vraiment le talent management qui est de dire, un recrutement, ça coûte énormément d'argent, on le sait. Et du coup, plutôt que de devoir recruter tous les 2 ans, de se dire on va essayer de les garder un peu plus longtemps que ça. Tout à fait. Parce que moi, dans mon expérience de consultant, je me rappelle à l'époque, on disait à des sociétés, on disait si vous arrivez à garder vos clients entre 2 et 3 ans, c'est déjà bien. Ça a évolué aussi. Les sociétés arrivent à garder plus longtemps. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je pense que beaucoup de sociétés maintenant ont pris conscience du coût que représentait le départ et l'embauche d'un employé. Donc effectivement, on a pris conscience du besoin de comprendre comment les employés fonctionnent en termes de compétences, en termes de personnalité, qu'est-ce qui les motive, quels sont les programmes à mettre en place afin de pouvoir motiver ces employés à rester. Donc bien évidemment, payer un employé plus, ça va aider, mais c'est pas la seule motivation. Les gens restent parce qu'ils sont formés, parce qu'ils sont bien traités, parce qu'ils ont un bon management, parce qu'ils sont inclus dans la prise de décision. Donc il y a diverses raisons qui existent. Les entreprises maintenant en Chine, en tout cas dans les grandes villes comme Shanghai, Pékin et elles, commencent à maîtriser le sujet.
Quand je suis arrivé donc en 2007 à Shanghai, il faut être honnête, les RH étaient très peu formés. Les RH de grandes multinationales étaient très peu compétents dans leur fonction, dans leur métier. Mais parce qu'en fait, c'était des RH payroll, en fait, elles faisaient de la paye. C'était que ça. C'était de la paye. Qu'on commençait à basculer sur du développement, sur du management, du talent management, et qui n'étaient pas équipés pour ça. C'était pas équipés. Ils n'avaient pas les bons outils pour implémenter ce type de choses. On voit maintenant qu'on a affaire à des RH ici sur Shanghai en particulier, de haut calibre. Ah ouais. Certains de mes clients, c'est des gens de très très haut calibre. D'accord. Et qui sont payés comme il se doit d'ailleurs. Ouais. C'est aussi une réalité du marché en Chine. Est-ce que vous avez réussi à faire comprendre ce besoin-là à des sociétés chinoises pour le coup? Ou est-ce qu'il y a encore du travail? C'est plus compliqué. Pour vraiment être capable, je pense, de pénétrer une société chinoise, il faut être chinois. Okay. On a beau parler chinois, on a beau comprendre la culture, on a beau avoir quelques clients ou quelques réussites avec des sociétés ou des groupes chinois. Je pense qu'il y a vraiment deux marchés séparés. Il y a le marché international, expatrié, société étrangère, il y a le marché local. Et pour le marché local, effectivement, je pense qu'il est assez difficile quand on n'est pas chinois de vraiment pouvoir creuser. On a fait de beaux projets avec des entités chinoises, notamment on est le premier cabinet, on a été le premier cabinet, et d'ailleurs le seul cabinet étranger à travailler avec l'équivalent de l'ENA ici, de l'École nationale d'administration chinoise, qui s'appelle SILAP, qui est à Pudong, donc à former leurs formateurs sur différents domaines. Donc effectivement, c'est une belle réussite pour un cabinet étranger. Mais même avec ce genre de choses, je pense qu'il est difficile, et je le vois au travers d'autres associés que j'ai, d'autres partenaires, ou même des amis qui sont dans d'autres secteurs d'activité. Quand on n'est pas chinois, pénétrer vraiment le marché chinois, c'est très très difficile. Et aujourd'hui, alors au niveau des sociétés étrangères, on peut comprendre que le CEO ou la personne tout en haut, en fait le manager, peut comprendre le besoin. Si en plus il est étranger, il va comprendre ce besoin-là peut-être un peu plus rapidement que si c'est un manager chinois, parce que ça fait partie de l'achat du consulting en fait est un peu plus simple en Europe, enfin en tout cas un peu plus habitué en Europe et en Occident en général plutôt qu'en Chine. Le problème, c'est comment on arrive à vraiment faire passer le message à la DRH ou aux personnes en charge des RH qui, on le voit en Chine, c'est qu'il y a la direction, mais il y a aussi des personnes qui sont tout en bas de la chaîne qui peuvent tout bloquer aussi. Bien sûr. Comment vous arrivez à leur faire passer le message? Je pense que c'est une question d'éducation. Une grosse partie de ce qu'on fait quand on rencontre des clients, c'est effectivement d'éduquer le client sur les problématiques pour lesquelles il nous appelle. Donc ça peut être perçu comme du pro bono quelque part, du travail pro bono, mais ça l'est pas. C'est simplement le fait de mettre en avant que si ton client est mieux éduqué, comprend mieux les problématiques techniques RH, ou humaine en général, va être capable effectivement d'être beaucoup plus ouvert à accepter l'introduction d'interventions particulières, d'outils particuliers, et ainsi de suite. Quels ont été Donc, du coup, j'imagine que c'est aussi la raison pour laquelle ça prend du temps. Quand tu parles de missions qui ont des mois, voire des années, tu vois. De toute façon, changement, c'est pas fait sur le contexte d'une formation en 2 jours. Non, c'est sûr. Quelles ont été les situations les plus complexes où vous vous êtes dit, là, on récupère un truc, c'est un sac de nœuds, on va vraiment avoir du mal? Régulièrement, c'est tout ce qui a trait aux fusions-acquisitions. Les intégrations de nouvelles équipes. Les intégrations de nouvelles équipes. Je veux dire, c'est en général, on appelle les consultants quand la fusion est faite ou l'acquisition est faite. D'accord. Ce qui est souvent trop tard. Il faudrait intégrer les consultants bien en amont dans le projet pour que le consultant soit vraiment là pour contribuer à aplanir un petit peu la situation, préparer tout le monde. Tout à fait. On est régulièrement appelé à intervenir donc sur des intégrations qui se passent mal, comme ça l'est, comme c'est le cas en général, d'accord. Et effectivement, ça peut être des problématiques et des projets pénibles, parce que une intégration, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec 2 DRH, 2 directeurs marketing, 2 directeurs opérationnels, des équipes dédoublées, et ainsi de suite.
Donc il faut trouver des moyens pour fondre et fusionner ces équipes, mais ça veut dire aussi qu'il y a une grande partie de cette capacité humaine qui va devoir partir de l'entreprise. Donc voilà, c'est des moments pas forcément agréables comme quand on est consultant, de devoir passer ces entretiens de départ, de voir la personne qui évalue, qui reste, qui s'en va. Donc vous alliez vous occuper aussi potentiellement des licenciements ou alors d'évaluer les gens qui allaient rester. Sur l'évaluation, oui. Pas sur la partie légale du licenciement. D'accord. Ça, il y a des avocats qui font ça beaucoup mieux. Ouais. Et dans ces projets d'intégration, qui vient vous chercher? Est-ce que c'est la société qui rachète? Est-ce que c'est ceux qui se font racheter en se disant il faut qu'on se prépare? C'est 90% c'est la société qui rachète. Ok. C'est la société qui rachète. Qui se rend compte que de toute façon l'intégration ne fonctionne pas, malgré ce qui a été mis en place, parce qu'en général, toutes ces sociétés ont des équipes spécialisées en intégration, qui viennent, mais encore une fois, ne viennent pas forcément équipées proprement sur la base de la panoplie de l'implémentation du changement, ou la panoplie, enfin les dimensions culturelles non plus. D'accord. Donc effectivement, on est souvent appelé en fait par les acheteurs. Ouais. Donc ça c'est ta période un peu de consultant, tu continues toujours à faire du conseil, mais maintenant tout à fait. Tu as une autre casquette ou une autre corde à ton arc puisque tu es professeur. Tout à fait. Donc maintenant tu retransmets ton savoir. Tout à fait. Exactement. J'ai passé les 10 dernières années à donner des cours en part-time, en intérim, c'est ça, en intérim, voilà. J'ai donné des cours dans diverses universités, en Asie, beaucoup en Chine. Et effectivement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça challengeant. Le fait de se retrouver devant une classe de 30, 40, 50, 60, 300 étudiants parfois pour certains de mes cours, ça amène un degré de maîtrise du sujet beaucoup plus important que ce qu'on pourrait attendre d'une relation avec un client, où effectivement on peut avoir une approche différente. Donc il faut vraiment être capable de maîtriser son sujet. Et moi le contact avec les étudiants, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. De voir ces jeunes gens, pour certains en tout cas, s'éveiller pendant un cours et prendre conscience de ce qu'on est en train de leur expliquer, prendre conscience de comment ils vont pouvoir l'appliquer dans leur contexte d'adulte, dans leur contexte professionnel futur. C'est quelque chose que je trouve valorisant quelque part. Ils ont quel âge en moyenne? Bah écoute, ça dépend. Je fais des programmes bachelor, donc bachelor c'est entre 19 et 22 ans à peu près. J'enseigne aussi pour des programmes masters, donc ça va être des étudiants allant jusqu'à 24, 25 ans. Les exécutives MBA vont être en général des adultes. Voilà, donc des gens d'une quarantaine, soixantaine, 40 ans, 50, 60 ans. D'accord. Voilà. Toujours plutôt chinois, 100% chinois? C'est un mix. Alors, avec mon université, donc l'université Bryant, ce sont des contingents chinois. D'accord. Parce que c'est une université américaine avec un campus ici en Chine, en Bure, donc à Zhuhai. Là, ce sont les étudiants chinois à 100%, sauf sur les programmes, ce qu'on appelle les summer class, les programmes d'été, où on a les étudiants du campus américain qui viennent et qui ont donc les cours avec nous sur site. Maintenant, les cours que je donne pour d'autres universités, comme intervenant externe, tu vas avoir des mix. Voilà, je vais avoir des mix entre les classes chinoises, des classes étrangères ou des classes mélangées, comme c'est le cas à l'UTCUS. D'accord. Où j'ai une classe mixte avec des Chinois et des Français sur un cours ou en anglais ou en français. D'accord. Moi, je suis juste intervenant sur le programme entrepreneuriat une fois par an. Ok. Du coup, avec tout ce parcours-là, aujourd'hui, tu es en train de passer un doctorat, c'est ça? Tout à fait. Je suis en train de finir mon doctorat. J'ai encore, je pense, 1 an et demi d'écriture devant moi, et je devrais pouvoir défendre en courant de 2020. D'accord. Et c'est un doctorat qui est en fait avec quelle université aux États-Unis? Non, c'est un doctorat que je fais avec l'ICN Business School. Donc l'ICN, c'est l'ancien institut commercial de Nancy.
qui est une école de commerce française, connue, historique et ainsi de suite, qui est rattachée à l'université de Lorraine. Et donc voilà, je fais mon doctorat. En fait, je fais un PhD avec eux, c'est-à-dire que je fais un doctorat en France, mais en anglais. Ok. Voilà, donc je suis obligé de produire en anglais. Pourquoi tu as décidé de faire ça? En anglais? Non, enfin, pourquoi tu as décidé de te remettre encore dans les études Parce qu'effectivement, comme je te l'ai dit, j'ai commencé doucement à préparer ma transition de carrière et l'éducation et le domaine qui m'intéresse. D'accord, donc là tu as besoin du doctorat en fait pour continuer et monter le niveau encore dans les études. Tout à fait, ce qui m'a permis notamment de pouvoir obtenir un poste à plein temps avec l'université Bryant à un niveau de carrière tout à fait convenable, sans avoir à recommencer par la base. Donc dans 3 ans, on se retrouve, on se voit à nouveau, on refait une suite au podcast. Tu penses qu'on se dit quoi? Tu seras où? Tu vas faire quoi? Je serai certainement toujours en train d'enseigner, je l'espère en tout cas. Beaucoup plus enseigner que consulter, même si je continue et que j'ai toujours une activité parallèle, mais qui est maintenant une activité d'indépendant que je fais en fait pour complémenter mes recherches universitaires. Oui, et puis tu as besoin, je pense que c'est très important d'avoir toujours un pied dans le professionnel et dans le milieu. Tout à fait. J'ai une approche de toute façon de l'académique qui est très pragmatique et très orientée sur le marché. Mes recherches portent sur un outil qui serait en mesure de pouvoir aider à prédire la rétention pour les entreprises. D'accord, ou en tout cas le potentiel de rétention d'un employé en entreprise. Donc, même ma recherche est quand même axée sur le monde du travail. Donc, j'ai aucun intérêt, j'ai aucune raison de toute façon à quitter ça complètement. Je ne serai jamais un académique à 100%. Donc, tu vas continuer un petit peu potentiellement cette activité en parallèle, mais de manière plus sporadique. Ce qui est normal et sain quelque part quand on est. Je suis maître de conférence en management. Il serait bizarre pour moi de me présenter devant des étudiants à certains niveaux si j'avais aucun contact avec le monde du travail. Non, c'est clair. Avec le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu débarques en Chine, maintenant il y a plus d'une dizaine d'années, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise et que finalement tu as découvert par toi-même un peu trop tard? Que la Chine c'est pas l'Asie, la Chine c'est la Chine. Et qu'on ne peut pas arriver en Chine en se disant je connais bien l'Asie, je suis un expert, donc je connais bien la Chine. La Chine a vraiment une culture bien particulière, une culture des affaires particulière, une culture du relationnel qui est très particulière aussi. Une perspective en termes de perspective sur le temps qui est bien différente de ce qu'on connaît. Je pense que c'est ça que j'aurais aimé qu'on me dise. Et ça m'aurait évité certaines mauvaises rencontres, certains mauvais partenariats, parce que j'ai été associé à plusieurs entités ici en Chine, plus petites, et sur des périodes plus courtes, mais ça s'est pas toujours bien fini. Il y a eu des situations compliquées, il y a eu des situations dangereuses à la limite, mais effectivement ça fait partie d'une expérience de vie, ça fait partie de la façon dont on apprend les règles de vie d'une culture, d'un pays, d'un marché. Et je pense que c'est ça qui m'a manqué quand je suis arrivé. Je suis arrivé avec une forte compétence technique, et je pense une certaine arrogance par rapport à mon jeune âge. Par rapport à l'expérience que tu avais, tu pensais peut-être avoir déjà un peu les clés. Tout à fait. J'avais une base de clients déjà plutôt prestigieuse et je suis arrivé très arrogant sur un marché qui m'a rendu avec le temps, je veux dire on est 11 ans maintenant, beaucoup plus humble. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que on n'a pas abordé, on a raconté ton histoire et que tu aurais aimé partager avec nous, un savoir-faire, une période, une anecdote qui pourrait servir d'autres entrepreneurs? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais, au-delà de tout ce que tu nous as raconté? Le surf. D'accord. Jurai, est-ce que c'est un bon endroit pour surfer? Jurai, est-ce que c'est un bon endroit pour surfer? Non, parce qu'en Chine, on n'a pas le droit de surfer. Il y a que deux endroits en Chine où on peut surfer, c'est Shenzhen et Hainan, l'île d'Hainan. D'accord. Ok. Parce que le reste de la Chine, en fait, on n'a pas le droit de se baigner sur les plages sans protection par la police. Je savais pas du tout. C'est une règle. Mais donc non, la Chine n'est pas un endroit où on peut surfer, mais effectivement c'est une passion que j'ai
depuis très longtemps. Okay. Ça a été la raison de mon départ aux États-Unis, commencer une carrière pro en surf. Ah oui, à ce niveau-là. Ça s'est mal passé. D'accord. Ce qui explique mon parcours professionnel assez différent. Mais ce qui est assez intéressant, c'est bon, j'ai continué moi à assouvir cette passion au fil du temps. Et c'est une passion avec laquelle j'ai toujours un rapport assez intime. Je veux dire, certains de mes clients sont des sociétés qui, par exemple, fabriquent des vagues statiques. Excellent. Et les vendent au travers du monde, au travers de la Chine. Zhuhai récemment a développé un concept de bar, un bar-restaurant avec une vague artificielle dedans. Ouais. Voilà, donc ça fait partie des petits plaisirs que je me fais, donc de pouvoir maintenant passer un petit peu plus de temps sur des clients qui ont peut-être moins les moyens de payer pour certains services, mais sur des projets qui me passionnent. Qui ont coup de cœur un peu. Tout à fait. Comment tu arrives aujourd'hui à garder un équilibre, comme on disait, donc tu es basé à Zhuhai quelques jours par semaine, donc Zhuhai à côté de Macao, pour ceux qui ne connaissent pas. Tu vis, parce que ta famille aujourd'hui est basée à Shanghai. Comment tu arrives à trouver un équilibre justement entre la partie professionnelle, les déplacements que tu dois faire quand même très régulièrement? Est-ce que tu penses que tu arrives à, justement, tout le monde est en train de se dire la vie professionnelle, l'équilibre perso, pro qui est toujours un peu compliqué, est-ce que tu penses que tu arrives à maîtriser ça? C'est un exercice de style quelque part. Je pense que je suis toujours en train d'apprendre. Essayer de trouver les bons rouages pour faire que la machine avance. Effectivement, je fais 3 jours à Zhuhai et le reste de la semaine sur Shanghai en général. C'est compliqué physiquement, parce que bon, j'ai 40 ans maintenant, prendre l'avion 2 fois par semaine, ça use. C'est compliqué aussi sur le plan personnel, parce que forcément, ma femme préférait que je sois plus souvent à la maison. Mais pour le moment, c'est un mal nécessaire, dans le sens où j'ai mon activité principale, donc mon université à Zhuhai. J'ai une société qui tourne toujours ici, une société d'éducation qui tourne toujours à Shanghai, dont ma femme s'occupe. Mais si tu veux, je garde un œil dessus, donc je suis de toute façon obligé d'accepter cette contrainte de partager mon temps entre les deux villes. Excellent. Quelque part, c'est aussi très sympathique de pouvoir quitter un petit peu la cohue. Zhuhai, ça doit être la cohue, voilà. Et Zhuhai, c'est une petite ville qui est très sympa, au bord de la mer. C'est bien entretenu, on y mange bien, il fait beau. Parfait, merci beaucoup pour ce partage avec un parcours un peu plus construit et linéaire que d'autres personnes que j'ai pu voir. C'est-à-dire que malgré ce que tu peux croire, en fait, c'est la première fois que j'entends ça. Malgré ce que tu peux croire, en fait, on voit en fait les briques que t'as commencé à embriquer les unes sur les autres, tu vois, et ça a du sens. Là où tu es aujourd'hui, c'est pas finalement une grande surprise si on déroule, en fait, tu vois, l'expertise que tu as pu développer au cours de ces différentes années. Je peux te dire qu'il y a d'autres épisodes où c'était un sacré bazar. Et il y en a, je sais pas encore comment ils ont fait pour arriver jusqu'ici. Mais tant mieux pour eux, et c'est ça, c'est beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'énergie. Tu vois, malgré une approche plus académique aujourd'hui, on se rend compte que tu as encore les pieds dans différentes activités. Je pense que ça, c'est le problème de l'Asie aussi, c'est qu'on est serial entrepreneur et on s'arrêtera jamais à avoir une seule carte de visite avec une seule activité. Tout à fait. Et donc ça, c'est quand même le côté ce serait pas bien vu de toute façon. Oui, c'est vrai. En Asie, c'est pas forcément bien vu. C'est pour des feignants, tout à fait. Merci beaucoup. Où est-ce que j'envoie les gens qui ont besoin, qui aimeraient bien en savoir un peu plus sur toi? On les renvoie vers quel compte? Je peux te laisser mon email adresse ou mon WeChat. On mettra tout ça dans le corps de l'article. Super. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup Grégory pour cette invitation. Merci. Bonne continuation. C'est trop un coin. Bien voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le seul moyen c'est de vous abonner sur iTunes et de me laisser 5 étoiles
avec un petit commentaire, de vous abonner ou alors sur SoundCloud, et puis d'en parler autour de vous. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'une, je pense que plein de gens pourraient bénéficier de ces échanges avec ces experts, de ces entrepreneurs, de partager un petit peu ces informations. Ça pourrait aider pas mal de monde, de la même manière que moi, écouter des podcasts m'a beaucoup aidé jusqu'à présent. Et le deuxième point, c'est que aujourd'hui, on approche les 2000 écoutes en cumulé, ce qui commence à être propre. Mais on peut encore faire mieux, et c'est ce qui va aussi m'aider à pouvoir aller chercher des personnes et leur dire tiens, viens partager ton expérience avec Backstage, viens nous raconter ton histoire. Et ça, c'est possible qu'avec un podcast qui commence à sortir du lot. Je compte sur vous, je ne peux pas le faire sans vous, donc merci beaucoup de votre aide et parlez-en autour de vous, et à la semaine prochaine sur Backstage.